Dans la semaine précédant notre départ, jamais la scission de la Horde n'avait failli à ce point devenir réalité. Si nous étions encore ensemble, nous le devions à la diplomatie de Sauve et à la confiance que j'inspirais. Le groupe dissident qui voulait contourner la flaque par le sud fédérait Alme et Lautourcier, Larco et Silanfre, Aoi et Caliroé, Coriolis et Sveyest. À nous deux, nous avions sauvé l'unité. Nous n'avions cherché ni à minimiser les dangers naturels de la flaque, ni l'effort à fournir, ni l'épuisement probable, encore moins à esquiver les risques d'attaque, ce possible piège tendu par la poursuite, ou encore l'apparition de Krone, dont tous les récits fréoles stigmatisaient la puissance panique. À ces titres, le contre-amiral et le commodore avaient sans conteste fait leur travail d'éclairage et de sape. Ils nous avaient convoyés en zone centrale pour nous montrer le lac immense, vierge de toute île sur une distance inhumaine de nage. Cette vision avait scindé la Horde en deux. Elle avait déchaîné le conflit. Il nous avait jetés à l'eau matin, midi et soir. Il nous avait laissé mariner, patauger et crawler sur notre propre demande. Il nous avait appris à reconnaître les sables mouvants et les frayères à carpe, à distinguer une chaussée fiable d'un barrage flottant, à apprivoiser la flaque. Par leurs couturiers, ils nous avaient fait tailler sur mesure des vêtements de pluie, des cuissardes hermétiques, des bottes étanches et des bottes de nage. Ils nous avaient fait tester dans l'eau différents volumes de flotteurs. Ils avaient renforcé et adapté les harnais et, au final, avaient été fabriqués pour chacun un baril de bois oblong et léger, hydrodynamique, muni de poignées pour s'y accrocher en cas de tempête. Leur contenance suffisait à l'essentiel de nos effets personnels, sacs de couchage, habits secs, serviettes, armes et vaisselle. Je ne sais pas comment nous avions convaincu les filles et les crocs. Je ne sais même pas pourquoi j'avais fini par y croire à cette traversée. Pourquoi j'avais changé d'avis, la part d'héroïsme, la part d'orgueil, la part de raisonnement qui entrait dans cette décision, la part de défi. Je sais seulement que Sauve m'avait beaucoup influencé, bien plus qu'il ne s'en doutait. Que je n'avais écouté Golgoth à aucun moment, tant son choix était dénué de sagesse et d'altruisme. Lautourcier avait vu son autour débusquer une grèbe castagneux et ça lui avait suffi. À quoi tiennent les inflexions? Pour Aoi, ce fut, je crois, les salicornes et les bottes de nage à bout palmé. Ou peut-être juste l'enthousiasme de Steppe. Qui sait? Toujours est-il que la Horde était entière et ressoudée. Pour le pire. Ces satanés fréoles, ma figue. Il fallait leur tirer révérence et chapeau bas, dixit Caracol. Quelle générosité et quelle jolie prévenance. À se demander au final s'ils ne voulaient pas qu'on y aille se paumer dans la flaque. Ce porchoun étrange et glaiseux, cette bourgade de fantômes à barques, aux maisons perchées sur des pilots de bois et de briques, les rues labourées de canaux à la sauvage, ça ressemblait à un baraquement hâtif oublié par des obliques sur un estuaire. Ils essuyaient de foutus marées, la sèche dans leur jargon de pêcheurs, qui montait jusqu'aux vitres. Voilà pourquoi on voyait tous ces bateaux à coque suspendus en l'air qui leur servaient surtout de maison. En face de crue, ils larguaient les amarres et se laissaient flotter, pfut, jusqu'à ce que ça se tasse. Pas idiot. Du jour où les fréoles nous lâchèrent, la jetée qui nous guidait marqua des signes de faiblesse. Elle apparut vite moins fiérote et même un peu absente, la petite, par moments. On goûta nos premières vases. Progressivement, les rares traces attribuables à des créatures humaines, les cabanes palafites et les pontons pourris, les canges bousillées remplies d'algues, les bajoyers qui étayaient les digues, se diluèrent dans la brume montante. Le soir arriva trop vite, et nous nageâmes à tâtons dans l'eau frisquette
jusqu'à trouver un îlot vaseux, mal fixé par des roseaux bruissants. Steppe avisa un bosquet de saules et Caliroé fit feu. L'humidité près du nid de flamme recula à peine. Le sol n'offrait que des appuis spongieux. L'eau, par moments, sursautait derrière nous, floc, flac, floc. Un silence ruisselant, fluide. Sans s'annoncer, une solitude invraisemblable nous enveloppa alors. Nous étions largués, loin, très loin de nos routines et de nos bases. Nous n'avions plus de repères. Nous avions la trouille. La flaque commençait maintenant. Elle fasciculait tout autour de nous, à travers nous déjà, pénétrant notre terreau de chair chaude comme un rhizome de phragmite. Et elle allait donner sa pleine mesure dès le lendemain. Il y eut donc ce 5e jour. Je ne parlerai pas d'un réveil, basculer dans l'eau d'un bloc en pleine nuit, avec son sac de couchage cinglé aux épaules qui se remplit subitement de vases, respirer dans la panique de la noyade, les bras collés aux parois du sac, encaisser le choc thermique, l'onde glacée sur le ventre, n'est pas se réveiller. C'est comprendre. Je ne parlerai pas non plus d'une aube dont je fus incapable d'approcher l'avènement. Le 5e jour ne se leva pas. Il ne se coucha pas davantage. Il dura, gris perle. Il dure encore. C'est notre 14e jour continu de pluie. Ici, c'est le pays des cagouilles, du poiscaille et de la bouillasse. Faut pas chercher à poser la patte sur une motte. Pas vouloir réfléchir à la trace sèche, ni quel îlot, bout de roc ou tas de bouse à moitié liquide va pouvoir te servir à te relever pour contrer à la franche, debout, campé. Quand ça pleut ici, ça pleut pas à seau, plutôt à la barrique de binouze, au tonneau de sang. Ça te douche la couenne au jet. Plus besoin de te laver, petio. Mais ferme ta bouche et boucle ton calbut et va te jeter à la baille directe, histoire d'enquiller du Milan-Crawl. Vague de face, et monte, et descend, et monte, et marche à mi-mollet dans la barbotière, à mi-cuisse, mi-couille, avance, trace, gars, suis le goth. Je les avais prévenus dans le pack. Il n'y aurait plus de contre en goutte ou en delta. Personne pour leur abriter le cul. Tout le monde au même niveau, le groin dans l'eau, le baril derrière. C'est pas plus merdique qu'autre chose. Ça change. Vent plutôt bonnard, même. Sûr qu'on aimerait voir le mec là-haut avec sa bouille ronde qui chauffe de temps à autre. On n'a plus un poil de sec. Les sacs schlinguent le moisi, les feux de Cali fument salement. Ça drache en continu, ouais. Ça tape un peu sur les nervures le soir. Surtout la nuit, quand tu changes 3 fois de gâche parce que ton sac à viande prend une tronche de marre, ou que t'es sur le passage de la rigole d'il y a 5 minutes ou du ruisseau de demain. Mais au bout, faut pas oublier. Faut le visser. Faut se le bouler au bide quand tu rouilles des vertèbres en fin de journée. Au bout, c'est Shawandassi. Et 9 mois de prise sur mon enfanteur et sa horde de branleurs. 9 mois, 9 putains de mois. Car ils ont flanché là, yak, en plein lac, au taquet les grandes gueules, à se chier dessus et du mort d'épuisement à l'appel qui flottait au petit matin. Pas pu traverser la zone centrale, pas assez fort dans leur tête. Obligés de ressortir du grand désert de flotte pure en barquette, grâce à des pêcheurs, la honte. Comme ils ont pu, ils ont tracé oblique pour retrouver la berge sud, repartir cassés, contourner la flaque en piéton. Limite recalé par l'ordre, limite invalidation le sauvetage. Qu'il m'a croassé l'amiral. 13 mois, ils ont mis en tout. Nous, on va en mettre 3, 4, au pire, si ça veut pas rigoler, comme là. Ça portera notre avance à 4 ans. 4 ans. Je sais pas si vous percutez les diocs. 28 ans de contre. 4 ans d'avance sur vous. Vous êtes des chenillards, des escargottes qui bavent. Je suis pas ton fils, 8e Golgoth.
J'ai rien dans mon sang, dans ma lave qui coule de toi. Je viens pas de toi. J'ai pas été fait avec les mêmes poutres. Moi, j'ai de l'acier trempé dans le thon et dans la calebasse. Toi, t'as que de la gueule et du bois de chêne et de la pisse au cul. J'étais meilleur que mon frère. J'étais le meilleur. T'as jamais su voir. T'as jamais rien compris. Tu l'as tué parce qu'il n'y arrivait pas. Tu croyais que personne te dépasserait. Tu pues la morgue. Mais me voilà maintenant, 30 ans après. J'ai mis le temps, tu sais pourquoi. Mais j'arrive. Dans 1 an, je suis devant toi, à l'entrée de Norska, là où vous êtes tassés dans vos terriers empisés. Je te dirai en face qui tu es devenu. Qui tu n'es pas devenu. Non. Je te dirai rien. Parce qu'on n'a rien à dire à un traceur qui a renoncé à contrer. Qui a même pas eu la décence de s'ouvrir les boyaux sous Krivertsdanska. Y a pas de mots pour ça. Pas de crachat. Le mépris suffit plus. C'est en deçà. Il y a des ondes bizarres. Tu nous fais chier, macaque. Avance, Erg, j'ai une cheville qui s'enfonce. Reculez, reculez tous. On peut pas reculer, il y a des sables mouvants. Derbelen! En 3 gestes, Erg a décollé. On le voit s'élever à 6 mètres au-dessus de la zone. Il enclenche d'une secousse son arbalète méca. Il quadrille en trapèze. Son vol est saccadé, excessivement nerveux. Il a cessé de parler, la pluie battante ruisselle sur son aile. Comme tout le monde, je me suis figé sur place et je scrute la nappe d'eau autour de nous. Par 2 fois, une rafale de vent creuse un trou dans la brume blanche. L'espace s'entr'ouvre, plein est d'abord en amont, puis nord-est sur ma droite. La chaussée d'alluvion qui nous sert de support semble se noyer encore. Sinon, à droite, rien. L'eau ondulante, mouchetée d'impact, brassée par la houle. Aussi loin que mon regard peut porter, il y avait bien une haie de roseaux à la lisière du visible, mais cette espèce de brouillard bruyineux, rasant, se réinstalle déjà calfeutre l'ouverture. Je me tourne vers Caracol. Son pull d'arlequin détrempé dégoûte. Il n'a rien voulu mettre par-dessus. La pluie le distrait, dit-il. Il devait s'attendre à ma question, car il me sourit avant même que je la pose. Tu sens quelque chose de bizarre, toi? Bizarre, peut-être pas. Je dirais plutôt cocasse. Ou simplement inattendu, voire impromptu. Quoiqu'un tantinet insolite, disons-le, dans la mesure du saugrenu. Tout en étant singulièrement fantasque, presque excentrique, si l'on y songe. Et qui sait, extravagant... Caracol, Oui, monsieur Prince? il y a un danger ou pas? Il y a 2 dangers. Le premier est un ami. Mon deuxième fait peur et mon troisième... Qu'est-ce que c'est? Tu peux le situer? Il y a quelqu'un autour de nous. Autour? Oui. Autour de nous? Oui. Combien ils sont? Je ne sais pas ce que c'est, très sincèrement, Pietro, mais Erg a raison. Le vent local se découle. Quelque chose arrive. Un crône. Un chaos. Moi, déjà ressenti ça. Un chaos en mouvement. Tu as vu quelque chose, Erg? Caracol dit... Chut. Caracol pense... Faites silence. D'un signe, Pietro me demanda d'écouter parce qu'il savait que de nous autres, j'étais celui qui avait l'ouïe la plus pénétrante. En quelques secondes, je parvins à faire abstraction du bruit de succion des bottes dans la glaise et je rejetai derrière moi, comme une cape, le frissonnement de la roselière proche. Je retirai vite la capuche qui m'assourdissait et, tête nue, tympan nu, ma conscience s'efforça de traverser le premier plan sonore saturé, cette poêlée de gouttes qui rissolaient sur le lac. Le rissolement s'effaça. J'étais comme la peau d'un tambour qui attend d'être effleuré. Soudain, d'un point impossible à situer dans l'espace, d'un point qui n'avait pour toute réalité que le son qui l'annonçait, un râle se dégagea de l'épaisseur de la pluie. Il venait vers nous. Il s'approchait, se précisant. Dégagez la jetée, dispersez-vous. Aboya Golgoth. Je fus le seul qui ne bougea pas, avec Erg debout, son cerf-volant en tension au-dessus de la tête.
une hélice et un bout dans chaque main, en fausse garde. L'eau absorba vite le fracas des corps, si bien que je pus à nouveau me concentrer. Dégage, silence! Répéta Golgoth. Mais je ne répondis pas. Le bruit d'une respiration intense, profonde comme un ronflement de stentor, vibra de l'amont. Il y eut un souffle d'aspiration rageur, puis une nouvelle expiration terreuse qui se réverbéra dans l'atmosphère. Sans visibilité aucune, Erg lança son boomerang en direction du son. L'objet s'enfonça dans le brouillard nourri. Il ne revint pas. Ce qui revint, c'était une hélice d'enfant en osier qui échoua en feuilles mortes dans la main libre de notre combattant. Erg accusa alors une stupeur extraordinaire, comme si il allait s'écrouler dans la boue. Il ferla aussitôt son aile et il se mit à courir droit vers le danger sans la moindre protection. Il n'avait pas enchaîné 10 foulées que la respiration se fit plus violente et plus rauque. Elle déchira littéralement le brouillard devant elle. Elle balaya la surface du lac autour de nous sur une bonne centaine de mètres, redonnant au contour leur netteté et à l'eau une transparence et une couleur. Au bout de la bande de terre, avançant comme s'il pompait devant lui les dernières poches de vapeur, un être de la taille et de l'allure d'un gosse apparut. Je ne sus qui c'était, au moment où Orochi, bondissant hors de l'eau, se mit à crier. « Tejerka! Té! C'est le maître d'armes d'Erg !» Barnac! Tejerkouille! Le caïd d'entre les cadors! Le seul putain de maître de Kerderban qui m'a toujours posé le respect! Qu'est-ce qu'il foutait là, dans ce trou à flotte, à balader ses poumons de croque-bourrasque? Il n'avait pas vieilli d'une ride, croyez-moi, mais de 150, le maestro. Et pourtant, il paraissait toujours aussi vivace, sec comme un tronc de plein vent. Sa gueule était tordue en spirale près du pif. Il avait gardé ces mêmes prunelles bougeantes, ce regard qu'on aurait dit que le vent courait à travers. T'es caca, ce forban. Quand j'avais gagné la Strasse, quand ils avaient bien été obligés de me consacrer traceur, personne n'était venu me serrer la pogne. Personne m'avait calculé, Nib. Sauf lui. Ça puait la mort à l'ordonnation. Ça me toisait dans le haineux. Personne m'avait pardonné de m'être aligné en solo au départ. C'était l'épreuve qui déconnait, pas moi. J'étais celui qu'il fallait. Je ne pouvais pas accepter qu'un clavio qui avait juste pour lui de savoir trotter, il me coiffe. Rattraper une traceuse méca, ça voulait rien dire. Ça avait rien à voir avec ce qui nous attendait, avec la trace sauvage. Lui, Tejerka, il savait ça. Il avait toujours su. J'ai pigé, grâce à lui, que l'ordre n'avait jamais voulu que ce soit moi. Il l'a pas dit, il pouvait pas. Mais j'ai pigé. La lignée Golgoth, ils en avaient à ras le seau à Aberlas. L'école de la trace directe, les thermites de relief, les contrevents exploités jusqu'à la corde sous rotor, sous coup du lot. C'était pas le dogme. C'était pas ce qu'on nous apprenait. C'était l'idée du premier Golgoth. Tejerka salua chacun de nous par son nom complet et par sa fonction. Il annonça tout de suite qu'il avait très peu de temps et nous demanda de faire cercle autour de lui. Nous nous répartîmes donc dans l'eau jusqu'à mi-cuisse. Il n'eut pas besoin de réclamer l'attention ou le silence. Si son apparition était déjà en soi hallucinante, elle ne rivalisait cependant pas avec sa voix et sa physionomie. Sans aucun doute, avait-on affaire à un être humain puisqu'il avait bien des yeux et une bouche, un nez, 2 bras, 2 jambes, des pieds. Mais c'était comme la bordure extérieure de l'humain, son seuil possible ou alors déjà la porte à peine concevable qui ouvrait notre espèce sur autre chose de plus vital. En le regardant, l'impression qui dominait, aussi insensée fut-elle, était qu'un vortex le travaillait en puissance du dedans, qu'il tordait ses os et ses muscles,
centrifugeant irrémédiablement sa charpente, qu'il courbait la colonne vertébrale, arquait les bras et les cuisses, tirait sur les cervicales de la nuque. Et puis, il y avait ce visage au regard d'orage, à l'iris filant, cet œil magnifique de fluidité, ce visage dont les traits ne paraissaient plus que traduire l'état actuel du combat entre la force du vif qui l'animait et la forme innée en récession accélérée de la figure qu'il avait héritée de sa naissance humaine. Mais l'anatomie résistait, elle ne cédait pas encore, et le résultat était ce faciès en torsion, atypique, dont les rides s'enspiralaient autour d'un nez aux narines démesurées. Ceci dit, le plus fascinant restait sa respiration et sa voix. Lorsqu'il commença sa première phrase, il aspira autour de lui un tel cubage d'air et de pluie, avec une si calme férocité, qu'un hurlement d'olifant lui perfora les bronches. Il ferma les yeux et la bouche, encaissant l'effort très vite sans le marquer, et il se redressa aussitôt. La voix qui sortit ainsi de sa gorge était différente de celle qu'il utilisait pour la conversation ordinaire. Elle semblait faite de blocs d'air comprimés, calibrés du ventre mais burinés à coups de glotte, de palais durs à coups de dents, des blocs rauques qui explosaient dans l'espace un par un, détachant pour l'oreille chaque syllabe et chaque onde. Il avait une syntaxe à lui, plutôt rudimentaire, mais chaque mot qu'il prononça m'ébranla physiquement. Je suis venu mettre en garde vous. Épaulez-vous. Une chose vous suit depuis semaine. Chose plus forte qu'Erg. Pas possible de la dominer. Pas possible de la battre. Juste possible de la fatiguer ou attirer ailleurs, vers autre nourriture. J'ai étudié la chose un peu. Vais donner instructions très précises. Position de chacun et déplacement à faire. Chacun doit être tout seul. Pas de groupe. Erg courra en l'air. Moi, tiendrai le sol. Vous, dans l'eau, sauf quand je dirai de monter sur rocher. La zone comporte trentaine de rochers. Chacun le sien. Si la chose vous attaque, vous sentirez rien. Trop tard. N'ayez pas peur. Mort subite. Pas de souffrance, donc pas de peur. Chose très lente et très rapide à la fois, selon. Pas dans la même époque que nous. Elle promène. Voilà. J'ai dit. Question voulez-vous poser, Orochi? A-t-on affaire à un crône, maître? De quel type? Crône très spécial, si tu veux. Aéromaîtresse autochrone. S'agit-il d'une créature intelligente? Très difficile de savoir. Parfois très intelligente, parfois bête comme tout. Combat très délicat à mener pour ça. Tactique pas prévisible, logique à elle. Par moment, vous comprendrez. 9e Golgoth, question. Quelle gueule ça a? Comment on va repérer ce tas de merde? Non, pas de forme. La chose, jamais je n'ai vu, seulement ses effets. Ça tue comment? Ça tue pas. C'est toi qui te tue tout seul. Toujours. Et ça a un nom au moins, là, qu'on sache quoi foutre sur ma tombe? Beaucoup de noms, ça a. Beaucoup trop. Des rides d'anxiété déformaient son visage. Il nous cachait la vérité. Il avait peur et il le cachait pour nous protéger. D'un geste brusque, il se retourna. Il rugit une sorte de cri concret, un globe sonique vers la balle. L'effet fut spectaculaire. Un cercle d'ondes se diffusa du point d'impact. La brume recula de quelques pas. J'attrapai la parole. « Maître, savez-vous quand la chose risque d'arriver sur nous ?» Il était en train d'examiner un long boomerang effilé quand il me répondit. Et ce qu'il y observa, je le vis en même temps que lui. L'acier de l'arme rouillait
à une vitesse terrifiante. La chose est là, Pietro. Elle nous a trouvés. Ce que fit alors Tejerka, la vélocité avec laquelle il le fit, ni Erg, ni aucun combattant qu'il avait formé dans son existence n'en aurait été capable. Il y fallait, Erg me l'apprit plus tard, une maîtrise du vif qui relevait du hors humain, qui annonçait sans doute une nouvelle lignée de guerriers protecteurs dont Tejerka fut l'avant-garde. En moins de 30 secondes, il prononça en effet distinctement les 23 noms de la Horde, dans 23 directions différentes, sous 23 vitesses de propagation. Et chaque globe flottant, chaque bloc de son, mu par ses propres vibrations internes, répétant notre propre nom en boucle, s'enfonça droit dans la brume comme une vis sans fin pour nous guider au rocher qui nous était affecté. Personne ne rata son nom. Personne ne se trompa. Aussitôt atteint, un instinct de survie me tarauda. J'avais l'envie panique de sauter sur mon rocher. Mais je m'en tins, contracté, aux consignes de Tejerka, et je restais dans l'eau opaque et mouvante, au pied du bloc de salut. La pluie, qui n'avait pas cessé, grimpa, cran par cran, à un paroxysme d'intensité. Elle toucha dans la minute au pur déluge vertical, à la grêle absolue et barbare. J'étais cloué debout, muet, lacéré sous la mitraille, coupé des autres. Je ne distinguais absolument plus rien à travers l'épaisseur des hallebardes qui fléchaient le loch. J'avais la tête qui tintait, comme un métal de cloche. Je glissais dans la vase et les bosquets de salicorne. Je m'accrochais aux touffes, je crevais de peur. « Rocher !» me cria alors une voix. « Rocher sauve !» Et je ne sus d'où elle sortait, comment elle avait pu arriver jusqu'au bout de mon lac, mais je me hissai d'un bond glissant et je m'accroupis. Quelqu'un a coupé la pluie. Quelqu'un a coupé la giboulée de grêle aussi. Le vent a subitement cessé. Devant moi, l'espace est désormais ouvert sur des kilomètres. Le paysage est clair et lisible. Je vois sans flou tous les autres, toute la horde, les 23, répartis sur ce qu'il faut bien appeler un archipel. Nos positions délimitent une sorte d'ovale. La jetée où nous marchions le coupe en deux dans le sens de la longueur. Près de moi, il y a Caracol, juché sur un banc de sable à 30 mètres, puis Sov et Orochi, guère plus loin, sur des îlots de roches. Les savoirs si près me rassurent un peu. On reste à portée de voix. En levant la tête, j'aperçois Erg, en suspension au centre de l'archipel. Tejerka reste introuvable. Le silence tranche. Il est si total. Je scrute le lagon, les haies de roseaux et de salicorne rouge. Les rochers émergent, puis la ligne de la jetée de terre. Je ne vois pas où la chose peut se cacher. Je ne sais même pas à quoi m'attendre. Sur un rocher, je note deux formes. Oui, ce sont les jumeaux Dupka. Ils ne se sont pas séparés, ils n'ont pas pu, j'imagine. Inséparables, ces deux-là, encore moins dans l'angoisse. Tejerka a dit un par rocher. Il a insisté. Je n'ose pas leur crier, la peur d'attirer la chose. Ils sont trop loin, de toute façon. Pietro, regarde, il y en a un qui est tombé à l'eau. Certains vous diront que Karsdubka aurait pu remonter à temps. Moi, je sais que non. Le lac ne se solidifia pas par étapes. Ça ne partit pas d'un point pour se propager. Le gel ne gagna pas progressivement, sinon je l'aurais entendu grincer, je peux le jurer. Le lac fut pris par les glaces d'un bloc dans sa totalité. Au milieu de leur mouvement, les vagues se pétrifièrent. L'eau fit silence d'un coup. « Karst !» La tête du jumeau, une partie de son épaule droite et son bras étaient tendus hors de la glace vers son frère. Au cri qu'il poussa, on sut qu'il était encore vivant. Alm m'avait appris qu'il faut 2 minutes pour que les fonctions vitales se cryogénisent dans cette situation. Golgoth et Firost s'étaient déjà précipités sur la glace et ils essayaient de percer la surface à coups de bottes ferrées et de pierres dans l'espoir de le dégager. 1 minute. Tejerka sortit d'un bosquet d'Obion à l'extrémité opposée du lac et il s'avança sur l'étendue gelée
avec une incompréhensible lenteur en direction de Karst. Il ne fit que parler. Croyez-le ou non, il prononça une suite de borborigmes déments, de plosives sourdes et sonores. Mais chez lui, il fallait croire que la voix n'était pas qu'un véhicule à mots, c'était une force et une arme. À l'endroit où agonisait Karst, la glace se fractura sous l'onde de choc des cas durs et des pectes qu'il scandait. Tejerka s'approcha encore. Il paraissait à ce moment-là infiniment vieux. Il posait un pied après l'autre dans un ralenti inexplicable. Il ordonna à Golgoth et à Phyros de retourner sur leur rocher, à Horst de lâcher son frère et de sortir du lac, ce qu'ils firent. 2 minutes. Le maître allait atteindre Karst quand il s'éjecta d'un soudain bond de singe hors du lac sans aucune raison. Je cherchais du regard Caracol dans l'espoir qu'il me rassure ou m'offre une hypothèse à ronger, mais il ne se tourna pas vers moi. À la place, il tomba à genoux sur le sable et dit d'une voix détruite : « C'est foutu. Il est mort. » Ça partit exactement sous mes pieds, en fracas, en bruit sourd, en lézarde métallique. La sensation d'un orque si puissant qu'il aurait eu la force de progresser sous l'épaisseur compacte de la glace en l'éventrant. Je ne peux pas dire que je vis la chose, mais je vis une ombre orange couleur de magma qui s'immisçait sous le lac à travers la transparence tassée de la surface. La banquise se disloqua bleue, elle éclata en monolithe tronqué, et l'eau, comme un sang, jaillit des interstices. Quoi que ce fût, c'était extraordinairement rapide et métamorphique. Le lac entra en ébullition accélérée 20 secondes à peine après que j'ai aperçu l'ombre orange. Des marmites se mirent à bouillir dans le lagon, des cloques de vases sombres explosèrent sur la nappe brûlante. À ras-l'eau, les roseaux s'enflammaient. Si intense était le feu fluide que la vapeur nous brûlait la peau, de sorte qu'Orochi, Caracol et moi reculèrent en pataugeant dans le lagon derrière nous pour nous abriter. Je perdis des yeux le petit trait noir, là-bas, qui tentait de s'échapper lui aussi de la fournaise liquide. Je n'avais jamais vu Caracol comme ça. Il empoignait Sov, ahuri, et lui hurlait dessus. Je ne comprenais plus grand-chose. Nous avions affaire à une sorte d'autochrone capable d'exploiter la matière eau dans toute son extension, doué d'intentions partielles, opérant à l'intérieur du temps tierce. Voilà ce que je saisissais. Ma connaissance des chrones était la plus profonde de toute la horde. Elle venait de la part ésotérique de mon enseignement d'aéromètre. Il fallait que je parle. Plus le choix. Quitte à rompre mes serments. Caracol et Sov, venez près de moi. Enfoncez-vous dans l'eau jusqu'au cou, ne laissez dépasser que votre tête. Pourquoi, Orochi ? Ce qui nous attaque est attiré par le vif qui circule en nous. L'eau étouffe son rayonnement. Comment tu sais ça ? Je le sais. Je sais un certain nombre de choses qu'il faut que je vous apprenne maintenant. Moi aussi. Compléta Caracol sans la moindre ironie. Je sentais derrière moi le lac partir en vapeur. Je tremblais sous le choc calorifique. J'entendais l'effervescence siffler. Parler de quoi ? C'est Orochi qui commença. Il s'agit d'une sorte de créature polychrone. J'ignore d'où elle sort, mais je sais ce qui la nourrit. Comme tous les chrones, elle possède une puissance de métamorphose locale. Elle peut transformer l'eau, la boue, la roche, pétrifier ou liquéfier. Vous savez ça ? Oui. Celle-ci agit aussi sur l'écoulement du temps. Elle peut le ralentir, elle peut l'accélérer, elle peut sans doute même le figer. C'est pour ça que Thé avançait si lentement. Oui, Sov. Il était pris dans une poche de chronose qui l'a dilué à la voix. Si tu avais été à sa place, tu aurais mis 1 semaine à traverser ce lac. Sache-le. Thé est un maître foudre, il a suraccéléré. Pourquoi il nous a fait répartir autour du lagon comme ça ? Pour canaliser le chrone dans cette zone, le faire tourner en rond. Puisqu'il est sensible au vif, Thé a équilibré la distribution en fonction de nos énergies, en évitant toute concentration sur un pôle. Mais les Dobka, en restant ensemble, ont rompu cet équilibre. Ils ont recréé un œil pour le vortex. Ils se sont détachés du diffus et la chose s'est réorientée. Elle a fondu sur eux. Pourquoi elle tue ? Elle ne tue rien. Elle ne sait pas ce qu'elle fait.
Elle défibre, elle disloque, elle transforme, elle corrompt, elle n'a aucune conscience de sa puissance. Mais quand elle est passée quelque part, la matière s'en souvient. Comment ça? Des vapeurs brûlantes continuaient de nous rôtir. Les rides de mes mains se creusaient et se décreusaient par moments. Je m'accrochais aux explications, des bouées. Je me jetais de l'eau au visage pour me rafraîchir. À la surprise d'Orochi, c'est Caracol qui décida de répondre à ma question. Le courrier lutte pour sa survie, comme tout ce qui vit. Il a une constitution chaotique faite de vortex entrecroisés, de cyclones à forte viscosité mal couplés. Il charrie des flux massifs, un magma qui l'épuise. Il est mal équilibré, en proie à une entropie permanente et énorme. Il se dilapide à chaque métamorphose. Il a besoin de matière à malaxer, à altérer sans cesse. Il ne peut pas s'en empêcher. Qu'est-ce que tu racontes, troubadour? Écoutez-moi. D'où tu tiens ça? Écoutez-moi bien. Là, je joue plus. On est en danger de mort. Vous connaissez pas ce qui est là. Vous ne comprenez pas ce qu'il cherche. Parce que toi, tu le comprends, Barjo? Et comment tu sais ce qui nous attaque est le corroyeur? C'est vraiment le corroyeur? Oh, oui. C'est la chose qui a tué Silène, qui a sauvé Erg. Le corroyeur a un problème de consistance. C'est fascinant. Il doit sans cesse absorber du vif pour réaccélérer ses vortex, leur redonner une vitesse de fulgure qu'ils centrent. Il risque sans cesse la dispersion, d'être dilué dans le vent linéaire d'où il vient. Il nous a suivis pour nos vifs, pour celui d'Erg surtout, qui est le plus net, mais il doit pouvoir sentir les turbulences de sillage chez Golgoth, chez Firos, chez les Dupka. D'instinct, il n'est pas là pour nous tuer. Orochi a dit juste, il ne sait pas ce que c'est. Il est là, pour se nourrir, pour apprendre. C'est un être neuf. En nous, il a besoin du plus vivant. Ce vivant, rassurez-vous, il le capte aussi dans la base, dans les poissons, les plantes, dans l'eau. Si bien que, quand il repart, plus aucun ordre biologique ne vaut. Il a sifflé la sève et le ciment des choses, ce qui les tient unis. Orochi regardait Caracol avec sidération. Ses cheveux noirs et lisses tombaient en bouclant légèrement sur ses épaules. Son visage, noble et bien découpé, était aiguisé par l'attention. Derrière elle, une langue de sable vira lentement à l'orange. Oxydation. Alors que j'assimilais avec peine, elle comprenait trop bien, à l'évidence, ce qu'avançait notre troubadour. Et surtout, elle découvrait qu'il savait des choses qu'il n'aurait jamais dû savoir, vu son statut. Putain, ça chie épais dans la vase. Ergo est à la remorque, son aile en torche, il a les cuisses cramées à l'étuve, il chiale. Caca braille de l'ombre comme il peut. Il bugle, il rote du vortex en veux-tu. Il tape des gongs massifs, fait péter de la bourrasque et des trompes. Il jette ses serpes hyper véloces, ses disques dans le vide. Il fait fort. Il se casse le pot, le maestro. Sans lui, je vous parlerai déjà plus, ou alors pas la même langue. Mais autant pisser au vent. Le tas, il vient du cosmos. Il t'a bouilli le lac en 3 coups de cuillère avec poules et canardeaux dedans. Là, rien laissé, du squelette et un cratère noireau. La Terre, il y a un petit air de lave vitrifiée. Là-haut, le tas, il s'est ramassé en nuages. Faudrait calter illico, on n'est pas d'ici. Mais Djerkouille a dit de maintenir position et de tourner autour du cratère. 1 tour, 2 tours, 3 tours, de plus en plus vite qu'il a dit. On n'y percute rien, il n'y a pas à chercher, c'est lui le cador. Alors on trotte, ça décrasse, on fait nos tours de terrain. Ça doit être du magique, ça doit le faire marrer du ciel, le tas. Il va nous claquer quoi maintenant? De la pisse acide? Du flocon de neige rouge et bleu? Du canard sauvage reconstitué? À un moment, je lève le pif pour voir. Au-dessus, le nuage part en spirale. Il tourbillonne sur lui-même, genre crème touillée. Ça monte dans les tours. Ça s'accélère mauvais et ça commence à plonger vers le bas. Merde! Un départ de trombe. Horde! Gardez position! Reculez 15 pas! Attention aux rafales! La trombe se forme très vite. Une colonne cylindrique, la dépression centrale avale le fond du cratère. Elle éjecte des nuages de poussière et de cailloux. On se couche. La vitesse des rafales est celle d'un début de furvent avec blast.
Aoi a été décollée du sol et projetée dans une tourbière à 20 mètres. Elle se relève, blessée. Caliroé roule dans une mare à moitié vidée, boit la tasse et hoquette. Horst est planté, debout, face au vent, une souche. Qu'espère-t-il? Sérieusement, Erg est hors jeu, il est brûlé au 3e degré, aux cuisses. Nous sommes tous impuissants. Pourquoi nous ne fuyons pas à toutes jambes de la zone? La trombe s'arrêta d'elle-même par inertie. La raison en était que toute la horde était couchée à plat ventre et ne bougeait plus. Le corroyeur réagissait en miroir à la circulation de nos vifs au sol. Il se repositionnait en fonction. C'était une forme d'écoute. Caracol n'avait pas tort, même si ses analogies m'agaçaient. Elle manquait de rigueur. Tejerka savait, lui, décidément ce qu'il faisait. Il avait recentré le corroyeur en le poussant à se centrifuger. Il lui avait redonné une cohésion et une vitesse. Il se sent beaucoup mieux maintenant, il a retrouvé ses esprits, mais il faut que Tay fasse vite, sinon il va se redilater avec sa soif. Sa soif de quoi? Sa soif de matière à transformer, à déliter, sa soif de corroi. Pourquoi il a ça en lui? Consistance sauve. Problème de consistance. Un autochrone n'est rien, tu sais. Il n'a pas de matière propre, il n'est pas fait d'eau, ni même d'air. Il n'est pas ce nuage que tu vois, ni la glace de tout à l'heure. Pourtant, je l'ai vu avancer. Un autochrone n'a que des différences de potentiel en lui, que des vitesses. C'est un corps fait de vitesse. Comprends-moi, sauf c'est difficile à imaginer, je sais, mais il n'existe qu'en mouvement, mouvement pur, ou vent pur, si tu préfères. Mais sans aucune particule de matière dedans. Il existe pourtant, mais entre deux eaux, entre deux feux, entre chien et loup. Ça voudrait dire... Ça veut dire qu'il n'est rien. Il agit. Il n'a pas d'identité. Il ne vit que de différence. Il est la différence de toutes les identités. L'écart en cours. Il a besoin de matière, toujours, tout le temps, pour mettre en acte ces différences. Par exemple, pour que le mouvement qui fuit les hautes vers les basses pressions, le mouvement qui rend liquide le solide, qui éclate du compact au dilué, de l'animal qui court vers le végétal qui pousse, ce bouger-là incessant se fasse et tienne pourtant en tension précaire, en déséquilibre actif. Le corroyeur n'existe pas encore sauve, mais il consiste. Il s'efforce, à longueur de temps, de consister. Des cris d'animaux nous coupèrent. Je me retournai. Dans ce qui avait été une mare et n'était plus qu'une cuvette de boue séchée, une loutre de grande taille se tordait de douleur et piaillait. Sa fourrure grisonnait à vue d'œil, ses moustaches étaient blanches. Elle roulait vers le creux à la façon d'un sac, comme privée d'un coup de vertèbre. Caracol jeta un œil rapide et se signa d'une ellipse. Ses os se dessoudent, son vif n'a plus assez de force pour tenir ses pattes ensemble. Écoutez-moi bien. Sauve, comprends juste une chose. Il ne faut pas juger ce que tu vois avec tes références d'humain. Le corroyeur ne devrait même pas avoir de nom. Ce n'est pas un individu, c'est une multitude en transformation. Un chaos qui s'alimente à l'hétérogène. 2 choses seulement comptent pour lui. 2. La première, c'est de rester centré, de garder ses niveaux d'intensité, son extrême vélocité. Et pour ça, il a besoin d'absorber des vifs. La seconde est presque inverse, mais elle fonctionne en contrepoint. C'est de se trouer. Se trouer? Oui, le corroyeur a besoin de se forger une masse inégale avec des magmas denses, mais aussi des couches de vide qui aspirent la matière, lui permettent de couler. Tout un monde d'extrusion, de transfert, d'osmose, de tétrempe. Cette circulation interne l'aide à s'architecturer, à cohérer par le jeu des forces et des tensions. Un peu comme une voile de char, tient par le vent qui l'attend, par son mât et sa baume, par la corde qui l'aborde, par le bras qui tend cette corde et la carlingue qui tient ce mât, par le poids de ton corps qui l'ancre au sol. Tu saisis ? Le corroyeur absorbe des tonnes de matière, sauve. Il en brise la structure, la cohésion intime, toutes les liaisons. Il en fait de la pâte, une lave vivante.
et il la malaxe, ses pattes, avec les vifs qui les a extrudés des corps, et il les métamorphe aveuglément au hasard. Il a tendance à répéter ce qui marche, c'est tout. Il progresse par altération de ses codes, par erreur propice. Seule l'erreur est créatrice. C'est fabuleux, non? Orochi laissa Caracol terminer. Elle hochait la tête avec un air qui signifiait « Belle enfoirée, tu savais tout ça et tu n'en as jamais parlé. » Derrière nous, la voix de Tejerka dictait des instructions sonores, apparemment mal suivies. Erk gémissait par salve, avec Alm près de lui. Au-dessus du cratère, le nuage se modifiait à vue d'œil. Il avait à ce moment-là tout à fait l'allure d'un crône, sauf que ses parois se pliaient, s'invaginaient, et que de larges zones devenaient noires et violettes. J'essayais de regarder ça comme me le décrivait Caracol, comme un chaos habité avec une logique qui me dépassait, mais dont la présence supputait avec quelque chose de rassurant. Tejerka s'avance au centre du cratère. Il est au nadir du nuage. La luminosité est crépusculaire, le vent a repris, erratique. L'humidité regagne comme une rosée. Elle vernit le basalte récent du cratère, le fait étinceler. Le maître nous a dit de rester en bordure, toujours espacés de 50 mètres chacun, et de ne plus bouger. Il porte Erg sur ses épaules et le dépose au creux du cratère. Il lui chuchote des choses. Erg se relève sur une jambe, il déplie un parapente de secours et il décolle. Il monte sous le nuage jusqu'à presque le toucher, puis redescend, puis remonte, comme ça, 10 fois, 20 fois. Dans l'intervalle, Tejerka jette des sons irréguliers, très puissants, avec et sans trompe, vers le haut, presque des appels, ou une harangue. Faut peut-être pas trop déconner, là. Ils veulent en prendre plein la carafe ou quoi? Brailler juste sous le tas à le narguer? Ça pue l'orage à plein groin. Ça gronde en saccadé là-dedans, avec des bruits de toile qu'on déchire à deux mains pour faire du chiffon. Et eux, ils restent là-dessous, avec l'un qui fait le yo-yo et l'autre qui doodle. J'aurais un char, j'aurais déjà mis les voiles. Mais fissa, hein. Ciao, à la revoyure. Vous me raconterez? Me font caquer ces cons-là. Surtout mon ergot, qui file là-haut toucher les mamelons de la vache avec sa patte folle. S'il y passe, faut plus espérer aller bien loin, je vous le dis. Qu'est-ce qu'ils font, Orochi, à ton avis? Ils cherchent l'orage. Il y a une logique de matière. Le corroyeur est encore gorgé d'eau. Il va fonctionner comme un cumulonimbus, avec des circulations très violentes à l'intérieur du nuage et des différences de charge entre les particules d'eau glacée. Ça va péter? Oui, mais je ne comprends pas pourquoi Thé veut que ça pète. La foudre va les tuer. L'orage était à présent imminent. Dans le ventre violet du nuage, à l'aplomb, le tonnerre grondait déjà. Thé demanda à Erg d'arrêter ses vols et il le fit sortir du cratère avec l'aide de Barbac et de Steppe. Il restait donc absolument seul, au beau milieu de ce qui avait été un lac. Et il s'allongea sur le dos à la façon d'une étrange araignée à l'envers. Pendant un temps flottant, il s'abstint de parler. Seul l'orage était audible, montant en puissance, se ramassant. À fleur de sol, on entendit cependant un bruit d'aspiration phénoménal qui convergeait vers le maître. Les secondes passèrent. 10, 20, 30, 40. Et le corps de Tejerka, gorgé d'air, claustré dans son apnée, bombé à craquer de gaz du ventre jusqu'aux poumons, ce corps en bonbonne tout à coup explosa. L'onde de choc était si massive qu'elle mit mes tympans au noir. Tejerka fut arraché d'1 mètre au-dessus du sol sous l'effroyable virulence de son cri franc. Une seconde, pas plus, le temps d'un écho. Et la foudre tomba sur lui. Il esquiva. Un second éclair fora à la verticale. Il esquiva encore, sur la surface du cratère. La lumière claquait à coups de fouet. Tejerka se décalait, s'enfuir.
sans vouloir sortir de la zone d'impact. Grésillant sur le basalte, y fusant par ramilles, le plasma électrique aurait rendu fou n'importe qui, animal ou humain. Mais Tedjerka n'avait pas obtenu son titre de maître de foudre à 21 ans par hasard. Il était toujours ailleurs, là où la foudre ne frappait pas, toujours dans la plage sombre, comme s'il savait où, comme s'il comprenait comment, comme s'il devinait le rythme et la cadence. De la voix encore, de la voix toujours. Il fit fuser des sigs soniques dans les intervalles, un peu comme un archer face à un monstre trop fort pour lui et qui cherche la faille, l'œil ou la veine où frapper. Ses cris montaient, ses coups de gong sculptés à la gorge, ses ondes de pure nefesh. Bientôt, je ne pus plus regarder, les flashs de foudre étaient si rapprochés, si éblouissants qu'ils brûlaient la rétine. L'orage s'emballait, il dérapait, il devenait fou. Les éclairs pilonnaient le cratère sans discontinuer, la foudre ruisselait sur la lave noire. Dès allait y passer, c'était une question de minutes maintenant. Der Belen, Lui hurla Erg. Fisk, Meister, Der Belen. Mais le maître n'écoutait pas son fils adoptif, il n'entendait pas celui à qui il avait tout appris. Il n'écoutait plus rien que la foudre même à laquelle il devait son plus profond savoir et sa grandeur. Tedjerka avait décidé d'aller au bout et il alla au bout. On peut dire que les 17 éclairs figés en plein ciel, tels des arbres d'orphin, ne soutenaient pas le nuage, qu'ils pendaient du nuage au contraire. On peut dire que Tedjerka n'a rien arrêté du tout, que sa voix n'a eu aucun rôle véritable, que le nefesh n'est que mystique. On peut penser que le crône a bloqué un fragment de temps. On peut même imaginer que la pétrification subite du nuage est due à cet arrêt du temps. Oui. Mais moi, j'ai entendu distinctement les poutres d'or qui retenaient ce qui était devenu un immense bloc de granit suspendu à 30 mètres au-dessus du cratère grincer. J'ai vu les 17 éclairs de métal plier sous la pression du nuage de pierre. J'ai vu le visage de Tedjerka quand il a compris qu'il avait réussi. J'ai surtout entendu sa version, son explication imparable et modeste. Le crône n'avait à ce moment-là plus d'énergie disponible. Il avait dilapidé dans l'acmé ses différences de potentiel. Il était comme un cœur au bord de la syncope et qui sert après un effort démesuré. Si tu pousses un crône à ce paroxysme, il ne meurt pas, mais il bloque le temps. Il l'a bloqué, en lui et autour. Une demi-seconde. Ça a suffi à métalliser la foudre. Je me souviendrai toute ma vie de la réponse de Tedjerka lorsque Erg et Orochi lui demandèrent, admiratifs, comment dans le cratère saturé d'éclairs il avait pu éviter la foudre. Il les regarda droit dans les yeux, sans sembler comprendre la question. Il fronça une spirale impressionnante de rides et lâcha avec la plus désarmante sincérité. Moi, pas éviter à vive foudre. Éviter pourquoi? Vous avez... Vieux me fait. Trop d'efforts, c'était de bondir, de droite et de gauche. Erg lui-même resta bouche bée. Il s'assit près de son maître en lui prenant la main. C'était un geste que je ne l'avais jamais vu faire. Caracol était resté plus d'une heure autour du monolithe de granit fracassé au sol, à le toucher, à caresser le grain de la roche. Il avait ramassé un éclat du nuage qu'il avait glissé dans sa poche. Souvenir, recherche personnelle, connivence. Lorsqu'il me vit m'approcher, il me sourit presque gêné. Puis, il reprit sa contenance de troubadour jovial et enlevé sans y parvenir tout à fait. Il me désigna finalement le bloc, plutôt ému, et il me dit: Il lui faudra plusieurs semaines pour retrouver une forme de vitesse, tu sais, pour réinjecter du mouvement dans les cristaux. D'ici là, nous serons loin. Là, je crois qu'il est tombé à la limite de l'indifférencié. Il respire en monolithe. Pourtant, son vif bat, un vif si fragile, à peine une turbule, mais qui suffira à tout relancer par écart croissant, par chaos amplifié.
C'est comme une aptitude primitive à se différencier qui le hante, Orochi, qu'on ne peut pas lui enlever ni lui combler. C'est sa force. Il se reconstruit toujours. Il a la vie en lui. Oui, Karakron. Je guettais sa réaction. Il ne se trahit évidemment pas. Il commencera par de ridicules cristaux qu'il va fondre puis regeler. L'eau donnera de l'herbe, qu'il fera pousser dans les fissures, l'herbe des arbustes vivaces. Et entre minéral et végétal, il va circuler, s'alimenter, exploiter la puissance de l'écart. Et quand il sera assez diversifié et assez véloce, alors tout recommencera, le Coroi. Partout où il passera, la rouille va ronger, le bois moisira, ça se délitera doucement, ça partira en poudre et en poussière, parce qu'en toute matière organisée, il absorbera ce qui la tient debout, le vif et le lien, cette tension active des différences. Il nous a tués, Karst, et toi tu restes agenouillé à le contempler. Tu trouves pas ça fascinant? Si. Parce qu'en un sens, il est comme toi, troubadour. Il n'est qu'une autre forme prédatrice de la vie.